Bonjour tout le monde, ici Don Pasqualino pour jeter un coup d'œil à The Banner Saga. C'est un jeu de rôle tactique sorti le 14 janvier 2014. Il a été kickstarté en 2012 et il a récolté un peu plus de 700 000 $. Il est développé par Stoic, qui est un jeune studio composé de 3 anciens développeurs de chez BioWare qui ont travaillé sur Star Wars The Old Republic, qui est un MMO. Il est disponible sur Steam pour une vingtaine d'euros ou de $ selon votre localisation et j'ai donc décidé de vous faire un coup d'œil dessus. S'il y a une chose qu'on peut dire à propos de ce jeu, c'est qu'il explore un concept assez original qui est le RPG tactique avec un gros focus sur l'histoire et l'univers. Le jeu prend place dans un univers fantastique inspiré par la mythologie nordique et viking, donc c'est déjà quelque chose d'assez inhabituel dans le milieu des jeux vidéo. Les développeurs eux-mêmes ont dit qu'ils voulaient se distancer de l'éternel schéma justement elfe, nain, orc, qui est un peu surexploité dans les jeux de rôle notamment. Et c'est une décision qui est très appréciable parce que je trouve que ça marche très bien, le monde est travaillé et profond, comme on peut le voir en faisant un tour sur la map du jeu qui est assez étendue et sur laquelle on peut cliquer aussi sur la plupart des lieux, même ceux qu'on va pas forcément visiter dans le jeu, pour avoir quelques informations à propos de l'univers. Donc c'est un univers où les humains vivent et cohabitent plus ou moins avec une race qui est appelée les Varls. C'est une race de géants avec des cornes, en fait on dirait un peu des humains avec des cornes mais ils sont très grands. Et ils ont été créés par un dieu il y a très longtemps avant les événements de ce jeu. Et là on a des méchants qui sont les Dredge, des espèces de grandes créatures mi-métalliques, mi-vivantes. Et ce qui est bien, c'est qu'on apprend des choses sur l'univers au fil de l'aventure, en lisant les dialogues et en suivant l'histoire. Et c'est assez intriguant, donc on a souvent envie d'en apprendre plus et de progresser dans cette histoire. D'un autre côté, on peut quand même avoir l'impression que ce background est un peu superficiel, parce que l'histoire aurait pu tout aussi bien marcher si on réfléchit avec un autre univers. Justement, comme je le disais avant, avec des nains, des elfes et des orques, ça aurait marché plus ou moins la même chose. Mais c'est quand même rafraîchissant d'avoir quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Par contre, le fait que les choses soient présentées vraiment au fil de l'aventure, on commence vraiment le jeu sans avoir d'exposition, on a directement dans in medias res, et ça fait qu'au début on a peut-être un petit peu de difficulté à comprendre ce qui se passe. Et j'ai aussi personnellement été un peu déçu de découvrir que cet univers est en fait tout à fait fictionnel. Malgré le fait qu'il soit inspiré, il n'y a vraiment rien qui est tiré d'une mythologie directement existante. Un autre point noir que je voulais mentionner, c'est que la fin du jeu laisse un certain nombre de questions en suspens et présage la possibilité d'un deuxième épisode après le succès du Kickstarter. Je pense que c'est pas très étonnant, mais voilà, on a peut-être envie un peu d'en savoir plus et on est peut-être laissé un petit peu sur notre faim quand on arrive au terme du jeu. En tous les cas, le jeu installe quand même une ambiance et une atmosphère vraiment particulière, un peu mélancolique. L'histoire se déroule dans une ambiance un peu de fin du monde, l'idée de froid et de tristesse est assez bien retranscrite. Et ça, c'est grâce aux deux gros points forts justement de The Banner Saga, qui sont son écriture et son style visuel. Donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le design est vraiment magnifique à mon avis. Il y a une patte artistique qui est assez spéciale. Ces décors enneigés sont vraiment détaillés et épurés, c'est vraiment superbe. Et en plus on a un character design qui accompagne ça qui est vraiment sans faute. Les personnages ont tous une personnalité un petit peu artistique et un petit peu visuelle. Et ils paraissent assez vivants, même s'ils ne bougent pas forcément beaucoup. Il y a quelques éléments dynamiques dans la plupart des décors et des dessins, mais pas forcément beaucoup, on aurait aimé en avoir un petit peu plus. Sinon, côté sonore, les effets sonores sont souvent bien amenés et dans le ton. Souvent, on a un effet sonore par rapport à ce qui se passe, ce qu'on lit, de ce qui se passe dans le jeu. Et j'ai rien à reprocher aux musiques en elles-mêmes, qui sont tout à fait réussies et collent bien à l'univers. Ce que je trouve juste dommage, c'est qu'il n'y en ait pas un peu plus souvent, notamment pendant les dialogues où souvent on a juste cet effet sonore du vent, etc. et on n'a pas une musique pour accompagner ça. Ce qui rend un peu le tout un peu triste, mais qui participe aussi à cette ambiance du jeu aussi, je pense. Et donc, comme je l'ai dit, le deuxième pilier très important de ce jeu, c'est bien son écriture, qui est remarquablement bien travaillée. L'intrigue est prenante, les personnages sont attachants, on nous fait nous sentir impliqués dans les événements, grâce à une gestion des choix et des embranchements de dialogue que j'ai trouvé vraiment très intéressante par rapport à tous les autres jeux que j'ai pu tester où on avait la possibilité de faire des choix. Pendant tout le jeu, on a constamment là des choix à faire qui concernent la gestion de notre caravane, comme par exemple accepter des nouvelles personnes ou pas, faire confiance à tel ou tel personnage ou pas. La gestion aussi de notre armée parce qu'on va être à la tête d'une caravane et d'une armée, et nos relations par exemple avec les voyageurs qu'on rencontre ou bien les villes qu'on visite.
Il y a peu de ces choix qui ont un réel impact sur le déroulement de l'histoire, par contre, l'histoire dans son ensemble, parce que cette histoire, elle est quand même pas mal linéaire dans les grandes lignes. Malheureusement, c'est un petit peu dommage, on va juste aller d'un point A à un point B en faisant le jeu, avec quelques détails et événements qui vont changer selon nos choix, mais sans vraiment plus, hein. Il n'y a pas de gros embranchements à la Witcher 2. Mais quand même, ces choix seront souvent ressentis comme importants. D'un côté parce qu'il est possible qu'ils aient des répercussions sur notre voyage tout de même. Par exemple, un de vos personnages qui meurt ou qui va s'en aller, tel ou tel événement qui va se dérouler ou non selon le choix qu'on a fait. Et de l'autre côté parce que ces choix sont souvent nuancés et difficiles même, hein. On n'a pas forcément de bons ou de mauvais choix. On peut essayer de faire au mieux et se planter complètement et finir avec une émeute sur les bras. Ce qui m'est d'ailleurs arrivé dans le jeu quand je l'ai fait. Et on a cette sensation de fatalité qui est bien présente et réaliste, et je trouve que c'est pour ça que ces choix sont réussis, même si parfois c'est un peu une illusion, parce que on n'a pas forcément des choix qui sont très très importants, mais cette illusion est bien réalisée. Parce qu'on peut perdre un de nos persos préférés en un instant, mais en rencontrer un autre ou non, selon les choix qu'on a fait. Et on est encouragé aussi à accepter et à assumer ces choix, et à ne pas recharger la partie dès qu'un événement n'a pas tourné comme on aurait voulu, parce qu'il n'y a justement pas vraiment de bonnes décisions possibles des fois. On peut prendre n'importe quelle décision, elle va de toute façon faire du tort à quelqu'un, à un personnage ou à l'autre. Pour en revenir à la narration et à la progression dans le jeu, on a dans ce jeu 5 grands cadres qu'il est possible de rencontrer et qu'on va de toute façon rencontrer dans le jeu. On a d'abord les cutscenes, je vais appeler ça des cutscenes. Les cutscenes, on en a deux types différents. On a le premier type qui est le plus fréquent, où on a la vue des personnages en gros plan avec le fond un peu flou, le décor un peu flou, et des dialogues qui sont écrits et qui vont se suivre et dans lesquels on pourra des fois faire des choix de dialogue. Et on a une deuxième type de cutscene qui est un peu plus dynamique, mais qui est beaucoup plus rare, qui va apparaître seulement pour vraiment les parties importantes de l'histoire, et qui est un peu plus scénarisé et un peu plus travaillé, mais il n'y en a pas beaucoup. Deuxième cadre dans lequel on peut tomber, les combats, ça je vous en parlerai juste après. Troisième cadre, les campements et les villes. On a une ville en fond, en plan large, et on a plusieurs possibilités, mais qui sont un peu toujours les mêmes, je vous en parlerai aussi après. Et ensuite, on a encore la possibilité des voyages. Donc on voit notre caravane qui avance lentement en scrolling horizontal devant un décor, et parfois surviennent des événements, les événements qui sont le cinquième des cadres possibles. Donc on a un cadre rouge qui va apparaître avec des informations par écrit, et là, à ces moments-là, on aura peut-être aussi des choix à faire. Donc si vous avez bien suivi, vous comprendrez assez vite que ni les dialogues des cutscenes, ni ceux des événements ne sont doublés justement vocalement. Il y a tout juste quelques phrases quand on arrive dans certaines villes, et c'est même pas vraiment clair qui c'est qui parle, et des fois pendant les cutscenes, les deuxièmes types de cutscenes qui sont doublés, mais il y a pas mal quand même de texte et donc de lecture dans ce jeu, donc faut aimer lire, et l'écriture, comme je l'ai dit, est vraiment de haut niveau, donc c'est pas gênant pour ceux que ça se fatigue pas trop de lire, parce que je sais qu'il y a des gens que ça va fatiguer, ils vont pas avoir envie de jouer à un jeu vidéo pour lire. Là il y a pas mal de lecture. Et par contre, il faut souligner aussi qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire le jour de la sortie, 14 janvier, le jeu n'est disponible pour l'instant que en anglais. Et que ça peut être un problème majeur quand même pour ceux qui sont pas vraiment familiers avec cette langue, d'autant plus que justement le langage est dans un registre vraiment soutenu, qui est difficile à suivre sans avoir déjà un bon niveau d'anglais. Donc assez compliqué si vous n'avez pas des bonnes bases en anglais. La traduction française devrait normalement être en préparation, mais on n'a pas eu beaucoup d'infos de la part des développeurs, et on n'a pas encore de date prévue, et à la sortie officielle du jeu, pour l'instant on n'a pas encore de version française. Bon, jusque là du coup vous allez me dire que c'est juste un jeu qui est bien écrit avec des décisions à prendre, et où est-ce qu'il est le RPG tactique qu'on nous a promis? Et bien comme je l'ai dit, un des éléments du jeu, donc ce sont ces séquences de combat qui sont pas mal inspirées de jeux comme Final Fantasy Tactics justement. Et on a une vue isométrique du champ de bataille, un champ de bataille qui est quadrillé, et on a plusieurs personnages qui vont agir à tour de rôle, et chacune de nos unités a ses spécificités, chacune des unités ennemies aussi a ses spécificités, donc on a plusieurs classes qui donnent aux persos des capacités spéciales passives et actives, que c'est bien justement de prendre en compte quand on fait les combats, parce qu'elles sont très intéressantes parfois, et les personnages ont des points d'armure qui sont représentés en bleu, qui leur font prendre moins de dégâts, et des points de force en rouge qui représentent à la fois leurs points de vie et les dégâts qu'ils peuvent causer. En troisième, on a aussi les points de volonté qui permettent d'améliorer des mouvements sur le champ de bataille directement, ou des attaques basiques, ou d'utiliser des capacités spéciales.
Et quand on va attaquer un ennemi, la plupart du temps, on va lui faire soit des dégâts d'armure, soit des dégâts de force. Donc on aura divers rôles et combinaisons de personnages qui seront possibles. Il faut souvent d'abord justement briser l'armure des ennemis pour ensuite pouvoir leur asséner de plus gros dégâts à leur jauge de force. Et il faudra essayer de protéger ces persos plus faibles avec des persos plus forts, plus tanky, etc. Il y a pas mal de questions de placement qu'il faut se poser. Donc c'est pas mal, mais même si le côté tactique est bien présent, on se retrouve quand même vite à faire toujours la même chose, avec pas mal de classes alliées, mais trop peu de types d'ennemis différents. Les combats sont assez répétitifs et à partir de la deuxième moitié du jeu, surtout, on a tendance à les redouter, et pas pour des raisons scénaristiques, mais parce qu'ils sont un peu lents, voire ennuyeux. Donc le jeu lui va nous encourager à faire tourner les héros qu'on utilise, parce que ceux qui sont tombés pendant un combat seront ensuite blessés et devront récupérer pendant un certain temps. Mais le problème c'est qu'on peut les utiliser quand même, juste avec le malus d'avoir quelques points de force en moins, ce qui est pas trop grave. Donc on va justement être tenté de garder un perso qu'on connaît et qui est niveau 4 avec juste 3 points de force en moins, plutôt que d'en prendre un de niveau 1 qu'on connaît pas pour un combat important. Donc ce qui fait que là on a tendance aussi à utiliser toujours les mêmes héros, ce qui rend le tout encore un peu plus répétitif par rapport au fait que déjà on a un peu toujours les mêmes types d'ennemis et que les combats se déroulent un peu toujours de la même manière. Ah, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas tourner la caméra autour du combat. On est condamné vraiment à rester sur la vue que le jeu nous donne, même si parfois on a un peu de peine à voir bien ce qui se passe, parce que certaines cases vont se chevaucher, mais c'est dommage, mais bon, c'est pas non plus trop grave. Donc au final le système de combat est pas mauvais, mais il lui manque un petit quelque chose je trouve pour rester intéressant sur le long terme, sur toute la durée du jeu. Et en plus le challenge n'est pas forcément énorme. On a 3 niveaux de difficulté dans le jeu: facile, où les héros n'ont même pas besoin de récupérer quand ils sont blessés, normal et difficile. Et je trouve qu'il manque peut-être un niveau entre le normal et le difficile. Moi j'ai fait le jeu en normal et j'ai pas perdu un seul combat, je vais être honnête avec vous, de tout le jeu, à part le boss de fin que j'ai dû refaire 2 fois. Et pourtant j'ai combattu plusieurs fois avec la moitié de mes héros qui avaient des malus parce qu'ils s'étaient blessés dans le combat précédent, et des ennemis des fois 2 fois plus nombreux. Mais par contre le jeu en difficile j'ai essayé, mais il est trop frustrant et j'ai vite laissé tomber. C'est dommage parce que les idées franchement sont vraiment bonnes et les éléments tactiques ne manquent pas. Alors je dis pas que le combat est chiant, c'est juste qu'il manque un petit quelque chose pour donner un petit peu plus de piment à ce système de combat, surtout après quand on arrive sur la deuxième moitié du jeu. Ce qui manque c'est peut-être un petit peu plus de variété, notamment au niveau des types d'ennemis, ou un petit peu de challenge bien entendu. Peut-être que ça donne mieux en multi, pour ça il faudrait essayer le free-to-play Banner Saga Faction, qui est sorti en février 2013 et que vous pouvez essayer, que je crois qu'il est disponible sur Steam, et lui proposait des combats en multi justement pour c'était un petit peu un jeu promotionnel pour Banner Saga, et par contre je l'ai pas testé, donc à vous de me dire si certains d'entre vous l'ont testé. Sinon il y a aussi un côté gestion en dehors des combats, parce qu'on peut level up nos héros, comme je l'ai dit avant, un héros level 4 ou level 1, et on peut les level up avec les points de renommée qu'on va récolter en combat, et leur acheter des objets, mais rien de très creusé. Parce que lorsqu'on s'arrête en fait dans une ville, ou pour camper, on voit la ville en plan large comme je vous l'ai dit, et on peut cliquer sur différents endroits de la ville pour laisser passer un jour par exemple, ce qui va nous permettre de guérir nos héros blessés et faire remonter le moral de notre compagnie. On peut faire un combat d'entraînement aussi pour tester d'éventuels nouveaux héros. On peut gérer nos héros pour soit les level up, soit voir où ils en sont, etc. Et on peut faire avancer l'histoire, dépend comment, des fois en cliquant à certains endroits de la ville ou juste en quittant la ville. Et enfin on peut aussi faire des achats, parfois on a un marché. Et c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas souvent voir les villes ou les paysages dans un plan un peu plus rapproché. Mais bon, ça c'est pas forcément un gros problème. Donc dans l'aventure, on doit aussi acheter des vivres parce qu'on contrôle un petit peu un groupe, une compagnie de personnes, et pour que notre compagnie et notre caravane ne meurent pas de faim, il faut aussi acheter des vivres et pour que son moral aussi soit bon, sinon on a des malus après en combat. Mais ce qui n'est pas très logique, c'est que quand on achète ces vivres, on doit les acheter avec les points de renommée, ce qui est la même monnaie qu'on utilise justement pour level up nos héros. Donc déjà ça c'est pas logique, parce que tu vas me dire, le marchand, qu'est-ce qu'il fait de ses points de renommée après? Enfin, tu vas lui dire, salut, je suis connu, donne-moi à manger. Ouais, ben alors maintenant t'es plus connu, mais je t'ai donné à manger. Enfin, c'est pas très logique, c'est dommage parce que le reste du scénario est assez mature, mais là, il y a quelques petits soucis de cohérence comme ça. Il y en a quelques autres, mais c'est pas non plus très important. Mais sinon, le problème, c'est au niveau du gameplay, parce que après, on va soit se retrouver avec une caravane qui crève de faim parce qu'on a acheté des objets et level up nos héros.
Mais au pire on s'en fout parce que même si toute notre armée et nos civils meurent justement, notre caravane meurt de faim, nos héros eux ils vont rester en vie et ça va pas entraver la progression dans le jeu et ça entraîne même des petites incohérences, notamment des fois parfois on est totalement à court de vivres mais on va quand même avoir des événements qui impliquent la nourriture et la boisson, ce qui n'est pas très logique. Mais sinon, ou alors on a soit des héros qui peuvent pas level up parce que tous les points auront été dépensés justement en vivres. Donc au final, pour 20 €, Banner Saga propose une aventure d'une dizaine d'heures, ce qui est tout à fait raisonnable, une aventure très bien écrite, avec des mécaniques de combat intéressantes, mais qui manquent un petit peu de richesse et peuvent devenir un peu répétitives à partir de la deuxième moitié du jeu. Mais Banner Saga explore un genre et un univers original avec un bon scénario, un système de choix et de décision qui implique vraiment très bien le joueur et le font se sentir concerné, et aussi, comme vous l'avez vu, un style visuel et artistique absolument superbe. Donc pour ceux qui veulent se plonger dans une bonne histoire, qui apprécient le style artistique et que le genre et le gameplay ne rebutent pas, j'espère que les extraits vidéo vous auront permis de vous faire une idée sur ce dernier point justement. Donc pour ceux que ça intéresse comme ça, n'hésitez pas. Attention par contre à surveiller l'arrivée encore incertaine, comme je l'ai dit, de la traduction française. Si vous n'êtes pas très familier avec la langue de Shakespeare, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups justement, peut-être en attendant justement la traduction et les soldes. Peut-être qu'une fois qu'on arrivera au prochain solde de Steam, la traduction française sera disponible. Donc voilà, c'était Don Pasqualino avec un coup d'œil sur The Banner Saga. J'espère que vous l'aurez apprécié, merci d'avoir regardé et bon jeu à tous. Allez, à plus les amis!